Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de me permettre de présenter mes recherches aujourd'hui. Donc, comme Fanny l'a dit, j'ai soutenu ma thèse à l'Université Paris-Nanterre en anthropologie sur la place de l'informatique dans la fabrication d'une modernité sud-coréenne. Dans cette thèse, je décris le quotidien d'une petite entreprise de jeux vidéo éducatifs installée à Séoul. Aujourd'hui, la question que je voudrais examiner, c'est celle de la médiation à partir des relations entre les concepteurs et les joueurs. En mobilisant mes matériaux de thèse, je propose de voir comment les pratiques inattendues des joueurs réorganisent ou non le travail des concepteurs. Donc, je vais commencer par présenter rapidement ma méthodologie, et puis j'exposerai 2 cas dans lesquels les concepteurs ont été complètement désarçonnés par les pratiques des joueurs. Le premier cas, c'est la visite d'une école, et le deuxième cas, c'est le courrier des joueurs. Il n'y aura qu'une slide, donc c'est l'unique image que vous aurez pour cette présentation, j'en suis désolée. Donc on va voir comment les pratiques surprenantes des joueurs sont discutées collectivement et comment elles sont prises en charge par les concepteurs. Mais donc d'abord 2 mots de méthodologie. Alors, les 2 principales caractéristiques de la méthode que j'ai employée pour ma thèse sont d'abord d'appréhender le jeu vidéo par l'angle de la conception plutôt que par l'angle du jeu, donc en contribuant aux travaux de chercheurs pionniers comme Thomas Malaby, Afra Kerr et Vincennes Zavant. Ensuite, la seconde caractéristique de cette méthode, c'est de travailler ce que l'anthropologie appelle la distance juste, en décrivant une culture vidéoludique qui est éloignée de la nôtre, en l'occurrence celle de la Corée du Sud. Donc, cette thèse s'appuie sur un travail de terrain de 18 mois en langue coréenne à Séoul. Il est focalisé sur les activités quotidiennes d'un studio de développement de jeux vidéo dans le quartier de Gangnam, tout près du complexe Samsung, donc un quartier extrêmement moderne, connu pour les nouvelles technologies et pour les grandes entreprises. C'est une entreprise qui produit un jeu vidéo éducatif, dont voici un écran de chargement. Ce jeu vidéo éducatif est utilisé dans une centaine d'écoles. Et le but du jeu, c'est d'apprendre les caractères chinois. En Corée, c'est obligatoire dans le cursus scolaire d'apprendre les caractères chinois, même s'ils ne sont plus utilisés. Et cet apprentissage-là est réputé extrêmement rébarbatif. Donc le but du jeu, c'est de rendre cet apprentissage amusant. En fait, cette entreprise s'inscrit dans une politique de modernisation beaucoup plus large qui vise à moderniser les écoles par l'informatique. Dans une société où le système éducatif, on pourra y revenir si vous voulez, est considéré comme étant gravement problématique. Le jeu, en l'occurrence, a été récompensé par plusieurs prix et acclamé par les médias. L'entreprise est soutenue à la fois par des partenaires privés comme Nintendo et aussi par l'État, qui lui fournit un soutien matériel et financier. Elle compte une 40aine de travailleurs, ce qui la situe en fait tout à fait dans la moyenne des entreprises. En effet, on parle souvent des quelques grandes entreprises qui dominent le marché des jeux vidéo, mais en fait, en termes de masse salariale, la majorité des employés travaillent dans de petites entreprises. Donc dans l'industrie des jeux, comme ailleurs, les petites entreprises sont largement majoritaires, mais en fait, elles restent assez peu documentées par les sciences sociales. Donc moi, j'ai fait dans une de ces entreprises une ethnographie des pratiques de création. Donc, c'est une méthode qui s'inspire notamment des travaux de Bruno Latour pour documenter l'une de ces petites entreprises tout à fait ordinaires. Et j'ai voulu tenir ensemble les 2 dimensions du jeu, donc sa production et son usage. Dès que l'entreprise a accepté que je fasse une ethnographie chez eux, j'ai tout de suite demandé au PDG à rencontrer les joueurs. Le PDG m'a répondu que tout naturellement, il fallait que j'aille voir comment le jeu est pratiqué. Mais étant donné qu'il est joué dans les écoles, il va falloir une autorisation. Il me promet de prendre contact avec une école pour obtenir cette autorisation au plus vite. Et en fait, j'ai aucune réponse après plusieurs jours. Je dois réitérer ma demande et je vais devoir réitérer ma demande un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, le PDG fait le même geste. Oh, pardon, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc, je demande pendant des mois, et c'est seulement pendant la toute dernière semaine de terrain que le PDG envoie un email adressé non seulement à moi, mais aussi à l'ensemble des salariés. Je vous lis un petit extrait de cet email qui commence par « Nous avons arrangé une belle occasion d'aller étudier le comportement des élèves d'école primaire âgés de 7 à 9 ans. Quelle chance pour nous de pouvoir observer comment notre jeu occupe une classe entière. Cela nous apprendra probablement beaucoup. À l'avenir, organisons plus souvent ce genre de rencontres et fabriquons ainsi un jeu qui sera indiscutablement focused, en anglais dans le texte.
Une fois là-bas, nous pourrons nous concentrer sur un groupe et étudier en profondeur sa pratique. L'email se conclut par la liste des personnes invitées et en fait, les personnes conviées à cette petite expédition sont essentiellement les chefs d'équipe. Donc c'est après plus d'un an, c'est plus d'un an après le lancement du jeu que les concepteurs finissent par s'aventurer dans l'une des écoles pour rencontrer enfin les joueurs. La session de jeu se déroule le matin, après une petite session d'anglais sur un autre logiciel éducatif, dans lequel les enfants doivent simplement recopier des phrases pour se familiariser avec la langue. Un exercice assez ennuyeux et tous les élèves font leur exercice dans un relatif silence. Mais en fait, quand l'institutrice annonce qu'on va maintenant passer au jeu des caractères chinois, les enfants sont totalement excités, ils font de grands sourires, ils trépignent en attendant que ça commence. Et ils commencent finalement à jouer tout en discutant assez fort avec leurs voisins pour former des équipes ou choisir des missions. Donc, gros contraste avec la session d'anglais, puisque rien ne se déroule en silence. Les élèves s'adressent à haute voix à leurs camarades, parfois en criant, et ils s'adressent aussi beaucoup aux avatars. Ils se lèvent de leur place pour aider leurs coéquipiers s'ils ne sont pas assez rapides, ils se précipitent d'une table à l'autre, ils crient quand ils gagnent, et ils menacent à haute voix les monstres en disant « Je vais te tuer à petit feu !» Et ils sautent de joie en hurlant à chaque victoire. Donc c'est un enthousiasme complètement débordant et complètement inattendu qui fait rire tous les concepteurs qui sont venus voir la session. À la fin de la session, l'enseignante demande aux élèves de quitter le programme et à peu près un tiers des élèves refusent de le faire et ils veulent absolument finir l'action en cours. Donc elle les relance plusieurs fois et puis finalement elle doit elle-même commander depuis la commande centrale et elle éteint tous les postes. Et là, tous les enfants qui restaient crient de dépit et ils se consolent en se racontant les histoires qui viennent de se passer dans le jeu. Ils partent dans le couloir et ils réfléchissent déjà à la prochaine session. Donc, je voudrais souligner deux choses à partir de cette petite observation de terrain. La première, c'est que les enfants utilisent un style direct pour s'adresser non seulement aux avatars, mais aussi aux personnages non-joueurs. La deuxième, c'est qu'ils manifestent un enthousiasme évident, non seulement avant, pendant et après la session. C'est ce deuxième point qui surprend les employés. Ils sont étonnés et ils sont heureux parce que les écoliers ont l'air de s'amuser. C'est étonnant pour eux parce qu'ils considèrent qu'ils ne font pas un bon jeu en fait. Ils considèrent même que leur jeu n'est pas un jeu du tout, parce que c'est un serious game. Donc à partir de cette surprise, ils se promettent de faire de leur mieux pour améliorer le jeu, qui est déjà bien avancé. Par contre, les concepteurs sont aussi frustrés sur un point, c'est que les enfants n'utilisent qu'une toute petite partie des possibilités du jeu, alors qu'ils se sont échinés à faire un système extrêmement compliqué, extrêmement riche. Cet effet de surprise en fait, m'a intéressée parce que les documents publicitaires et les documents d'information de l'entreprise insistent beaucoup sur l'implication des joueurs. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène la conception du prototype et ils montrent qu'on a demandé aux enfants ce qui leur plaisait, on leur a montré des tas d'images, on leur a fait tester les démos, on a mesuré les mouvements de leurs yeux et les mouvements de leurs mains avec des capteurs assez perfectionnés, on a récolté toutes leurs impressions, leurs critiques, on a compilé des tas de chiffres, on a étudié des tas de rapports, et rien de tout ça n'a permis de prévenir ces usages inattendus. Et en fait, une fois que le prototype était terminé, l'entreprise a arrêté de rencontrer les enfants en chair et en os, et elle a continué à communiquer avec ces enfants par le biais de ce que j'ai appelé le courrier des joueurs, et qui consiste en fait en messages soit échangés par mail, soit échangés sur le forum. Donc sur le forum, de nombreux joueurs viennent partager des images et des textes qu'ils ont créés à partir des personnages du jeu. Donc certains joueurs ont inventé par exemple à leur personnage préféré des tas d'aventures qui sont souvent inspirées des missions du jeu, mais pas toujours. Parfois elles sont totalement inédites. En fait, l'écriture de ce type de texte se rapproche de ce qu'on appelle les fanfictions, et qui constitue en Corée du Sud un passe-temps complètement ordinaire chez les enfants et chez les adolescents. Dans ces fanfictions, les personnages principaux peuvent aussi bien être des héros de jeux ou de bandes dessinées comme ici, donc des héros de fiction, ou alors des acteurs, des chanteurs, des vedettes aux vies partiellement fantasmées. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs n'écrivent pas ces textes tout seuls en les imaginant de bout en bout, c'est qu'à la manière des écrivains, ils vont tenter de se documenter d'abord et de récolter des informations depuis des sources fiables.
Donc la source la plus fiable pour eux, c'est d'aller directement contacter l'entreprise. Donc ils envoient énormément de courriers à cette entreprise, et tout ce courrier est d'abord lu par le designer sonore, en fait, qui a accepté de se charger de cette mission, et qui décrit cette fonction de la façon suivante. Donc je vous lis un petit extrait de l'entretien. Il dit « Les enfants veulent tout savoir sur leur personnage préféré. Je dois alors inventer des choses qui n'étaient pas du tout prévues à la base et vérifier avec tous les collègues concernés pour que ça reste cohérent. On doit tous se mettre d'accord. Par exemple, ici, regarde, il y en a un qui réclame des détails sur le caractère de Nathan. Est-ce que Nathan est du genre à se balader en montagne ?» Là, il y en a une, ça doit être une fille d'après le pseudonyme. Elle demande « Il faut nous en dire plus sur Rika. Dans quelle famille Rika a-t-elle grandi ?» Il continue « Si je réponds à cette petite fille en lui disant que Rika a 2 petits frères, il ne faut pas que dans la suite du jeu, Rika parle d'une sœur. On doit faire très attention. C'est toujours comme ça. Ils demandent la biographie des personnages qu'ils aiment bien. Certains veulent même savoir le groupe sanguin de leurs héros, comme pour les stars. Donc je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, mais en Corée et au Japon, ainsi qu'à Taïwan, les fan clubs des stars mentionnent généralement leur taille, leur poids, leur date de naissance, leur plat préféré, leur petite manie, mais aussi leur groupe sanguin. En fait, le groupe sanguin, d'après une théorie des années 20 qui a été développée au Japon, serait associé à des traits de caractère, un petit peu comme pour les signes astrologiques. Et c'est très important en fait pour les compatibilités de couple. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je reviens à la citation du designer qui dit « Les enfants sont très attentifs aux détails. Si 2 personnages se ressemblent, ils nous envoient des emails pour savoir s'ils ont des liens de parenté. On reçoit souvent des questions sur Thomas. C'est un personnage qui sait bien se battre, il a beaucoup de succès avec les filles, il est très loyal avec ses amis, il est travaillant. C'est un héros, mais il est un peu con. C'est aussi ce qui le rend attachant, je pense. Il faut bien imaginer quel genre d'individu est tel ou tel personnage, et ce qu'il ferait dans telle ou telle situation pour que ça reste crédible. » La citation est terminée. Donc, le designer n'est pas seul pour effectuer tout ce travail d'imagination qui est exigé par les joueurs. En fait, plusieurs employés de l'entreprise se réunissent très régulièrement pour trouver les réponses adéquates et pour les fournir rapidement aux joueurs. Ces réponses sont diffusées dans les documents de l'entreprise par souci de cohérence. Certaines des réponses données aux enfants sont reprises dans les niveaux en cours de développement ou bien dans les supports matériels du jeu. En fait, ce jeu est accompagné de cartes à collectionner, de cahiers d'exercice et d'un tas de petits supports matériels. Donc, par exemple, les concepteurs ont bien pris en compte les très nombreuses questions au sujet du héros un petit peu bête et lui ont donné une place plus importante dans les niveaux en cours de développement. Donc ce qu'on voit là, c'est que les joueurs participent activement à déployer et à orienter l'univers fictionnel du jeu grâce à leur manière d'écrire leur propre texte en mobilisant les concepteurs et aussi en produisant des images qui représentent leurs personnages préférés ou bien leur propre avatar dans des versions détaillées, améliorées et décalées. Ces images reprennent parfois les décors, les postures ou divers éléments du jeu, mais souvent elles mettent en scène les mêmes personnages, dans de nouveaux scénarios, de nouvelles poses, de nouveaux vêtements, de nouvelles intrigues et de nouveaux environnements. Le jeu suscite donc l'engouement des enfants et leur inspire la création de textes et d'images. Après la classe, ils continuent à jouer chez eux, puis ils jouent autrement, avec les éléments du jeu qu'ils prolongent, racontent et dessinent à leur manière. Donc le courrier des joueurs bouscule le schéma classique de temporalité et il montre combien les temps de l'usage et les temps de la conception sont entremêlés. Les concepteurs ont l'habitude de consulter les avis, les questions et les créations des joueurs, bien qu'ils ne les rencontrent jamais. On peut donc s'interroger sur leur étonnement face à l'enthousiasme des joueurs. Je propose d'analyser cet étonnement comme une mise en scène d'une altérité indépassable que j'appelle ici mise en énigme des joueurs. Les joueurs sont au cœur des discussions entre les concepteurs dès les prémices de la création du jeu. Le fondateur de l'entreprise, d'une manière un petit peu surprenante, affirme avoir copié un jeu qui existe et qui est le jeu le plus populaire à ce moment-là. Et il dit aussi, très explicitement, avoir misé sur une caractéristique de la culture enfantine, qui est la pression des pairs. Donc il dit, la raison est simple, les enfants aiment ce que leurs amis aiment. Si mes copains jouent à ça, moi aussi, il faut absolument que j'y joue, dit-il. Donc il compte sur le conformisme des enfants et la pression des pairs, ainsi que sur une publicité très efficace et sur la reprise des codes les plus familiers aux enfants. Pourtant, au fil du processus, les enfants apparaissent de plus en plus comme étant fondamentalement autres et fondamentalement indéchiffrables.
Ainsi, quelques jours avant la visite de la classe, lors d'une réunion, le PDG s'interroge. Comment savoir ce qui sera amusant pour les enfants ? Est-ce que le jugement expert des concepteurs correspond à l'expérience des joueurs ? Il organise une réunion sur ce thème. Et je vous donne simplement quelques petites remarques, je ne peux pas vous faire l'intégralité de la réunion, mais la Benjamine de l'entreprise, par exemple, dit « Est-ce qu'on doit chercher le même intérêt dans ce jeu que dans les jeux auxquels nous, on jouait dans les salles d'arcade ? Est-ce que c'est le même plaisir que les enfants ressentent quand ils jouent à notre jeu ? C'est ça qu'il faudrait savoir si on veut mieux gérer le jeu. » Un autre dit « Quand on teste quelque chose, c'est avec notre regard d'adulte. Les enfants, eux, ressentent et pensent différemment. » Tout le monde s'interroge donc sur la bonne manière de se mettre à la place des jeunes joueurs sans être soi-même un enfant. En réunion, l'un des programmeurs lance une idée manifestement inspirée par ma présence dans les lieux. Il dit « Les enfants sont presque comme un autre peuple, un peuple qui penserait complètement différemment de nous. Il faudrait faire de l'ethnologie pour comprendre leur comportement, par exemple, en les observant dans un cybercafé. » Donc il y a là un souci d'anticiper les émotions des joueurs qui revient dans la plupart des réunions. Ces séances de discussion très animées sont suivies de créations concrètes. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions concrètes sur les contenus qu'on va mettre dans la suite du jeu. Mais ces décisions, en fait, sont toujours prises sans consulter les joueurs. Au lieu de consulter les joueurs, les concepteurs vont plutôt mobiliser leur propre expérience de jeu, ainsi que des observations sur les enfants de leur entourage, dans le but de se représenter les attentes des enfants en général, et non pas des joueurs. Ils mettent de côté tous les avis qui sont jugés inhabituels et ils cherchent à éviter tout ce qui pourrait perturber les habitudes des joueurs, les habitudes supposées des joueurs. Ils cherchent à prédire tous les sentiments d'accomplissement, les sentiments de désorientation, de peur ou de mécontentement. Il y a donc un énorme effort collectif d'anticipation et de recherche de consensus, une recherche qui est outillée par des procédés divers qui sont plus ou moins précis, plus ou moins à tâtons. Plutôt que de dialoguer avec les joueurs en chair et en os, les concepteurs tentent le plus souvent de se mettre à leur place, tout en affirmant que c'est impossible. Ils avancent donc complètement à tâtons dans une quête sans fin à la recherche de l'empathie. Cette quête finit par se terminer quand même en 2012 quand l'entreprise fait faillite. Les joueurs ne peuvent plus accéder au jeu, ce qui soulève une vague de protestations. Ils créent une page en forme d'hommage, très solennelle, ainsi qu'une pétition pour récupérer le jeu. L'attachement est donc bien réel, bien durable, alors que les concepteurs continuent d'avoir un avis très négatif sur ce qu'ils ont produit. Donc finalement, le développement du jeu est caractérisé du début à la fin par un très fort décalage entre un succès perçu par les joueurs et un échec perçu par les concepteurs. Ces derniers interprètent ce décalage sous un angle unique, celui de l'âge. Si la communauté des joueurs modifie le travail des concepteurs, elle ne bouscule pas du tout les codes. En fait, on se représente les enfants comme un public imprévisible et déraisonnable, voire incapable de jouer comme il faut. Cette représentation-là laisse supposer que la manière de jouer et le rapport aux personnages de fiction relèvent d'une éducation longue qui permettrait d'arriver à un consensus sur la définition des bonnes manières de jouer. On pourrait s'attendre à ce que ces communications au fil de l'eau fluidifient les rapports entre les concepteurs et les usagers, et en fait, ces relations, au contraire, nourrissent la confusion des concepteurs et un sentiment d'échec permanent. Ça m'amène à ma conclusion, qui est une conclusion en 2 volets. Alors, le premier volet tient au sens de l'activité pour les concepteurs. Les concepteurs ne sont pas spécialement attachés à leur entreprise dans ce cas précis. Ils la critiquent sans arrêt, ils savent qu'elle va faire faillite, et ils se soucient peu de ce devenir de l'entreprise. En fait, ils sont très bien conscients que le secteur du jeu vidéo en Corée est composé de petites entreprises très très volatiles, de peu d'importance. Donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte de travail, ils ne comptent pas exprimer une quelconque vision personnelle à travers le jeu qu'ils produisent. La plupart des concepteurs évoqués ici donnent un autre sens à leur activité qui n'est pas du tout dans l'expression personnelle, ce qui fait que cette activité de création-là est très très différente de l'activité de création dans les champs artistiques, par exemple. La création des jeux vidéo donne une place centrale au public et affiche, on l'a vu, un souci d'empathie. Ce souci d'empathie, à mon sens, ne relève pas du tout d'une logique commerciale dont le but serait de vendre un produit
mais plutôt d'une tentative de communication qui ne cesse d'échouer. Sur ce terrain-là, il apparaît que le problème n'est pas tellement l'absence de public, mais bien la manière dont ce public joue. Ce qui tient à cœur aux concepteurs, c'est davantage de parvenir à se représenter précisément les attentes des joueurs en s'y identifiant et de dépasser l'incommunicabilité des expériences de jeu. Cette affirmation d'incommunicabilité s'inscrit dans une conception relativement fixiste et normative du plaisir ludique, c'est-à-dire que les concepteurs restent convaincus que les dissonances entre leurs prévisions et les usages réels relèvent d'une anomalie temporaire, une anomalie qui serait due à une éducation encore incomplète. Ça m'amène au second volet de ma conclusion qui porte sur le sens de l'activité pour les joueurs. Les concepteurs sont désemparés par les formes d'attachement que manifestent les joueurs. Donc, alors que les concepteurs sont plutôt attachés aux qualités esthétiques et ludiques du jeu, les enfants sont plutôt attachés aux personnages. Plutôt que d'explorer toutes les possibilités du gameplay, ils vont plébisciter le déploiement d'un univers fictionnel riche et cohérent. Pour eux, cet univers-là est intéressant parce qu'il est peuplé d'êtres qui prennent vie. Finalement, ces deux volets-là amènent à penser la spécificité du média jeu vidéo en l'articulant non pas à l'art ou à l'innovation, mais plutôt en la rapprochement des formes d'attachement aux personnages de fiction. Il me semble qu'on peut penser, du moins en Asie de l'Est, un ensemble de pratiques culturelles qui inclurait le jeu vidéo, les bandes dessinées et les dessins animés, et qui induit des formes originales et nouvelles de relations sociales organisées autour de l'invention collective des fictions. On peut aussi se demander si ces formes nouvelles ne font pas écho à une perception culturelle de la fiction qui serait tributaire de pratiques plus anciennes, qui font cohabiter dans un même monde des êtres humains partiellement fictionnés et des êtres de fiction partiellement humains. Je vous remercie pour votre attention.